Bonjour à toutes et à tous. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de soulever le capot des institutions, de regarder comment tourne le moteur du pouvoir. On s'attaque à une œuvre assez, disons, radicale et intellectuellement provocatrice. Il s'agit de L'anatomie de l'État, un essai fondateur écrit par Murray N. Rothbard. C'est une exploration en profondeur qu'on a voulu sur mesure pour l'esprit curieux, pour quiconque a envie de décortiquer les mécaniques de l'autorité, mais sans avoir à subir un cours magistral indigeste. Je suis ravie de me plonger là-dedans avec toi. C'est vrai que c'est un texte fascinant, mais il y a une précision contextuelle qu'il faut faire tout de suite d'entrée de jeu. Vas-y, je t'écoute. Cette œuvre présente une vision libertarienne qui est extrêmement spécifique. C'est tranché, c'est très polarisant, et notre mission aujourd'hui dans cette analyse, c'est pas du tout de valider ces idées ou de militer pour l'auteur. Pas plus que de les condamner d'ailleurs. Absolument. On garde une neutralité politique totale. Exactement. L'intérêt pour notre auditoire, c'est vraiment de comprendre la mécanique interne de cet argumentaire, parce que c'est un texte qui a profondément influencé toute une frange de la pensée politique. L'exercice, en fait, c'est de chausser les lunettes de l'auteur, de regarder le monde à travers son prisme, juste pour en tester la logique. Et justement, la logique démarre fort, parce que la problématique centrale bouscule pas mal de certitudes. La question de base, c'est « et si l'État n'était pas nous tous ?» Et si tout ce qu'on a pu assimiler sur la nature bienveillante du gouvernement n'était qu'une grande illusion. C'est le point de départ vertigineux de l'essai, oui. Il s'attaque d'emblée au mythe ultime, celui qui fonde presque toutes les démocraties. L'idée qu'on est tous dans le même bateau, quoi. Le fameux « l'État, c'est nous ». On baigne tellement dans cette conception où le gouvernement et les citoyens ne feraient qu'un. La volonté générale, l'intérêt public, tout ce vocabulaire renforce cette idée d'une grande entité collective. Sauf que Rothbard détruit ce mythe avec une logique poussée à l'extrême. Il utilise un exemple historique assez glaçant. Il dit que si l'État était véritablement le peuple, eh bien, le concept même de persécution étatique perdrait tout son sens. Ah oui, l'exemple des régimes totalitaires. C'est imparable quand on y pense. C'est ça, si on accepte le postulat que le gouvernement est la simple extension de la volonté citoyenne, ça implique que toute action de l'État envers un individu, c'est techniquement une action que cet individu s'inflige à lui-même. Donc dans l'Allemagne nazie ou sous l'Union soviétique, un citoyen envoyé dans un camp par son propre gouvernement serait, selon cette définition, en train de se suicider. Voilà, c'est une absurdité morale totale. Et Rothbard l'utilise pour prouver son point fondamental. L'État est obligatoirement une entité distincte de la société. C'est un groupe qui est structurellement minoritaire et qui exerce un pouvoir de coercition sur la majorité. Et pour lui, confondre l'État et la société, ça brouille complètement notre compréhension de la réalité. Ok, mais du coup, ça pose la question qui fâche. Si l'État, c'est pas le peuple, s'il n'est pas cette espèce de grande famille protectrice, comment est-ce qu'il assure sa propre survie matérielle ? Pour comprendre ça, il faut faire un petit détour par les travaux du sociologue Franz Oppenheimer. Rothbard l'utilise vraiment comme la pierre angulaire de sa théorie. Oppenheimer, oui, qui explique qu'il n'y a finalement que deux manières d'acquérir de la richesse dans l'histoire humaine. La première, c'est la voie économique. C'est la création pure, la coopération. Exactement, c'est l'échange volontaire. Pour donner une image à quiconque nous écoute, c'est comme cultiver un champ de blé, récolter et aller au marché pour vendre ce blé contre des outils ou des vêtements. C'est un jeu à somme positive. Tout le monde est d'accord, tout le monde y gagne. C'est la voie pacifique, mais Oppenheimer identifie une seconde méthode qu'il appelle la voie politique. Et là, c'est très différent, ça n'implique aucune création de valeur. C'est l'appropriation du travail des autres, en fait. Oui, par la menace, la coercition ou la force pure. C'est une méthode foncièrement parasitaire, puisqu'elle se nourrit de la voie économique. Et la thèse centrale du livre, c'est que l'État, par définition, c'est l'organisation systémique, légale et territoriale de cette fameuse voie politique. C'est le gars qui arrive armé au bord du champ de blé et qui exige la moitié de la récolte en échange de sa protection. C'est une très bonne analogie. L'ouvrage propose d'ailleurs une théorie sur la jeunesse de l'État qui ressemble beaucoup à ça. Rothbard compare l'émergence de l'État à l'évolution d'une bande de brigands. La théorie des bandits itinérants qui se sédentarisent, c'est ça. Tout à fait. Au départ, ces bandits pillent des villages au hasard. C'est très destructeur, ça ruine la capacité de production locale, et puis un jour, ils réalisent que cette méthode va épuiser toutes les ressources. S'ils tuent tout le monde, il n'y aura plus rien à voler l'année suivante. Il vaut mieux tondre le mouton que les corps vifs. Exactement. Donc, ils s'installent sur un territoire permanent, ils arrêtent les saccages aléatoires et ils institutionnalisent leur prélèvement sous la forme d'un tribut régulier. Et au fil des générations, ce tribut change de nom, il devient l'impôt et cette bande de brigands se transforme en noblesse, puis en gouvernement.
Mais là, il y a une objection classique qui vient tout de suite à l'esprit. Beaucoup de gens diraient, oui, l'impôt est une forme de coercition, on n'a pas le choix de le payer, mais c'est un mal nécessaire pour financer les routes, les hôpitaux, c'est pour le bien commun. C'est l'argument utilitariste par excellence. Mais la réponse de Rothbard ne se concentre pas du tout sur la façon dont l'argent est dépensé. Il se focalise uniquement sur la nature de l'acquisition. Le fait que l'argent soit redistribué ne change rien au fait qu'il a été pris sous la contrainte, selon lui. Voilà. N'importe quelle autre institution dans la société, que ce soit une entreprise ou une association, doit convaincre les gens de lui donner de l'argent volontairement. L'État est la seule entité qui a le droit légal d'utiliser la contrainte pour se financer. Ok. La transformation du bandit en percepteur d'impôts respecté. L'image est forte, mais moi, ça me pose une vraie question sociologique. Si l'État n'est qu'une minorité qui confisque la richesse, comment cette minorité arrive-t-elle à rester au pouvoir sans déclencher des révoltes tous les 4 matins? C'est une excellente question. La force brute a des limites physiques. Une poignée de dirigeants ne peut pas tenir face à des millions de personnes en colère. Et donc, la réponse nécessaire. C'est ce que l'auteur appelle l'acceptation résignée. Pour survivre sur le long terme, l'État doit obtenir la collaboration de la majorité. Et pour fabriquer cette légitimité, il a impérativement besoin de s'allier avec ce que Rothbard nomme les intellectuels de cour. Les intellectuels de cour, c'est un concept fascinant. Autrefois, c'était les prêtres, n'est-ce pas? Absolument. Dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, c'était le clergé qui expliquait au peuple que le roi gouvernait par droit divin. Remettre en cause l'impôt, c'était offenser Dieu lui-même. C'était très efficace. Et aujourd'hui? On n'utilise plus vraiment le droit divin pour justifier un nouveau prélèvement fiscal. Non, la rhétorique a changé, mais le mécanisme est le même. Aujourd'hui, ces figures ont été remplacées par des économistes, des experts institutionnels, des universitaires. Des gens qui expliquent avec des graphiques bien complexes que l'intervention du gouvernement est la seule chose qui nous sépare du chaos total. C'est exactement ça. L'État leur offre du prestige, des subventions, des postes importants, et en échange, ils produisent l'idéologie qui justifie la machine étatique. Ils expliquent que l'économie est beaucoup trop complexe pour le simple citoyen et qu'il faut confier ça à des experts adoubés par le pouvoir. C'est un bouclier psychologique redoutable. Mais encore une fois, on pourrait critiquer cette théorie en regardant nos institutions modernes. Quiconque observe nos démocraties pourrait se dire on a des constitutions écrites, on a la séparation des pouvoirs, on a des cours suprêmes pour limiter tout ça. C'est vrai que c'est l'argument classique pour dire qu'on a dompté l'État. Mais Rothbard s'appuie sur les travaux de John C. Calhoun pour démonter cette idée. Calhoun, le théoricien politique américain du 19e siècle, qu'est-ce qu'il disait sur les constitutions? Il expliquait qu'une constitution, aussi bien rédigée soit-elle, ça reste juste du papier. Les mots ne s'appliquent pas tout seuls. Il faut toujours des humains pour les interpréter face à des situations concrètes. Et la question qui tue, c'est de savoir à qui on confie ce pouvoir d'interprétation. Voilà. Dans presque tous les systèmes, ce pouvoir est confié à une cour suprême. Or, cette cour fait partie intégrante de l'appareil d'État. Ces juges sont nommés par le pouvoir politique et financés par l'impôt. Donc demander à l'État de définir les propres limites de l'État, c'est comme demander à la direction d'un monopole de rédiger elle-même les lois anti-monopole. C'était exactement ça. Calhoun avait prévu que si le gouvernement a le monopole de l'interprétation de ses propres pouvoirs, il va inévitablement élargir ses pouvoirs. La Cour suprême, au lieu d'être un frein, devient peu à peu un outil pour légitimer l'expansion de l'État en réinterprétant les textes. Ok. Donc si la loi ne peut pas vraiment contenir cette entité, qu'est-ce qui l'effraie? Qu'est-ce que l'État redoute par-dessus tout au final? Il craint tout simplement sa propre disparition. Et cette menace existentielle, elle vient de deux fronts. Un front interne, c'est-à-dire la perte de cette fameuse acceptation résignée, ce qui mène à la révolution, et un front externe, la guerre et la conquête par un autre État. L'auteur le prouve d'une manière assez frappante d'ailleurs en regardant le système judiciaire. Oui, observez l'échelle des peines. Si le but principal de l'État était vraiment de protéger les citoyens, les crimes les plus punis seraient les meurtres ou les agressions. Alors que dans la réalité, les foudres du système s'abattent beaucoup plus fort sur les crimes contre l'État lui-même. Absolument. La haute trahison, l'espionnage, l'évasion fiscale massive, la contrefaçon de monnaie, ces actes mobilisent les agences les plus puissantes et attirent des peines maximales, bien plus sévères parfois qu'un délit violent entre citoyens ordinaires. Ça montre bien où l'institution place ses vraies priorités de survie. Et sur le front externe, la guerre, il y a aussi un point fascinant sur l'évolution des conflits. Le livre parle de cette transition terrifiante vers la guerre totale. C'est un point crucial.
Avant l'ère moderne, les guerres étaient des affaires privées entre rois, menées par des mercenaires. La ligne entre la société civile et l'armée était assez claire. Un paysan continuait à travailler son champ pendant qu'une bataille se déroulait plus loin. Des marchands faisaient même du commerce avec le pays prétendument ennemi. Oui, la guerre était géographiquement et socialement limitée. Mais l'ère moderne a fusionné l'idée de nation et l'idée d'État. Résultat, la conscription de masse, le contrôle total de l'économie et la disparition de la frontière entre civils et militaires. C'est la guerre totale. Chaque citoyen d'en face devient une cible légitime, ce qui nous a mené au bombardement stratégique de villes entières au XXe siècle. C'est très sombre. C'est la conséquence logique de l'identification totale de la population à son appareil d'État. Bon, on a traversé des concepts denses et assez radicaux. Mais pour ramener tout ça à une utilité très concrète, qu'est-ce que quiconque nous écoute peut en retirer pour sa vie de tous les jours? On ne va pas tous devenir des théoriciens libertariens. Non, bien sûr. Mais ce livre offre une sorte de paire de lunettes à rayons X pour analyser l'actualité. C'est un formidable outil d'autodéfense intellectuelle. Une grille de lecture pour décoder la rhétorique politique. Exactement. Quand on entend une proposition de loi ou un nouveau grand projet public, on peut se poser la question, est-ce que cette mesure relève de la voie économique, donc basée sur le volontariat et la création, ou est-ce qu'elle appartient à la voie politique, basée sur la contrainte? Et on peut aussi analyser les discours des experts avec plus de recul, se demander s'ils agissent de manière indépendante ou s'ils jouent le rôle des intellectuels de cour pour légitimer une nouvelle extension du pouvoir. Ça permet vraiment d'aiguiser son esprit critique face au récit officiel, de ne plus prendre les discours d'autorité pour argent comptant. Si on devait résumer la philosophie du livre en une grande dynamique historique, ça serait quoi alors? Pour Rothbard, l'histoire n'est pas juste une suite de dates, c'est une course-poursuite perpétuelle entre deux forces opposées. D'un côté, le pouvoir social. Donc la coopération, l'innovation, la production pacifique. Et de l'autre, le pouvoir de l'État. La force qui cherche constamment à confisquer, réguler et s'approprier les fruits de ce pouvoir social. Le pouvoir social innove, crée de nouvelles sphères de liberté et l'État court derrière pour essayer de les contrôler. C'est une vision saisissante. Et d'ailleurs, pour conclure cette plongée, ça nous amène à une question vertigineuse sur notre époque contemporaine, surtout avec l'ère numérique. Ah oui, le terrain de jeu technologique a complètement bouleversé les règles. Les frontières géographiques, qui sont la base du monopole étatique, deviennent poreuses. D'un côté, on a l'émergence des technologies décentralisées. La cryptographie, les réseaux mondiaux, les monnaies numériques qui échappent aux banques centrales. On a l'impression que le pouvoir social a pris une longueur d'avance inédite. C'est vrai. Mais en même temps, le pouvoir de l'État développe des outils de surveillance de masse, des monnaies programmables et tente d'imposer son monopole de coercition jusque dans le cyberespace. La grande question aujourd'hui, c'est de savoir si la force créatrice du pouvoir social va enfin réussir à courir plus vite que le pouvoir de l'État ou si ce dernier trouvera le moyen de tout rattraper. C'est une réflexion fondamentale à méditer. En tout cas, qu'on adhère à ces théories radicales ou qu'on veuille les réfuter farouchement, cette œuvre est un passage obligé pour challenger ses propres croyances. On invite vraiment notre auditoire à plonger dans le texte d'origine pour s'en faire sa propre idée. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse complexe et fascinante.